Comment les recruteurs en Suisse sélectionnent-ils leurs candidats ? À quoi font-ils attention ? Quels canaux utilisent-ils ? Je vous propose de répondre à ces quelques questions et bien d'autres à travers l'interview d'Annalisa von Gruningen, directrice du groupe Synergie Suisse et SNU. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Bonjour à tous, alors j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Annalisa von Gruningen qui est directrice du groupe Synergie en Suisse. Alors elle est en charge de 5 agences de placement Synergie en Suisse romande et elle est fondatrice du cabinet de recrutement CNU. Annalisa est active dans le secteur du recrutement en Suisse romande depuis quand même 15 ans. Elle est également chasseur de tête digital, spécialisée dans le recrutement d'experts et de cadres. Et enfin, elle est présidente de l'Association des professionnels de recrutement fixe en Suisse romande, l'APRF. Annalisa défend une vision transparente du recrutement, régulée par une charte éthique. Elle va nous montrer tout ça et nous parler de tout ça. Et ses secteurs de prédilection sont plutôt nombreux parce qu'on parle de la santé, du tertiaire, de la logistique, du bâtiment, de la construction et de l'industrie. Alors Annalisa, vraiment bienvenue. Ça me fait vraiment très plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez du marché de l'emploi en Suisse ? Bonjour David, merci beaucoup pour cette invitation. Tout d'abord, je suis vraiment ravie de partager ce podcast avec vous. C'est vrai que je suis votre site depuis de nombreuses années. On n'hésite pas d'ailleurs à le présenter aux personnes qui recherchent du travail, en particulier quand c'est leur premier job en Suisse. Alors, le marché du travail en Suisse, on le qualifie souvent de pénurique. Je sais que c'est pas facile à entendre pour les personnes qui cherchent du travail depuis longtemps. On va y revenir, mais dans tous les cas, le marché il est pénurique, c'est-à-dire que on a un taux de chômage qui dépasse rarement les 3%, sauf peut-être dans certaines régions. Et on a depuis plusieurs mois une augmentation du nombre d'offres d'emploi. Les différents sites que l'on connaît, JobUp et d'autres job boards, parlent de 35% d'augmentation chaque mois de jobs en plus, ce qui est quand même beaucoup. Et du coup, entre les postes qui sont de plus en plus spécialisés, les demandes complexes des entreprises, il y a des fois un décalage avec les personnes qui recherchent du travail. C'est pourquoi certaines personnes vont mettre un peu plus de temps à trouver un job, même dans un marché pénurique. Merci Annalisa. Effectivement, cette question revient souvent et je pense que c'était bien de la recadrer. Alors, de manière un peu générale, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle d'une agence de placement finalement ? C'est quoi le rôle d'une agence de placement dans le dispositif de la recherche d'emploi et dans le paysage de l'emploi en fait en Suisse ? Alors, je vous remercie de poser la question parce que je lis beaucoup de choses sur Internet, sur des réseaux, sur les commentaires et puis parfois ça me chagrine un peu de voir ce qu'on peut penser des recruteurs. Donc moi, j'adore mon métier et j'ai à cœur de l'expliquer pour que il y ait pas de malentendu et qu'on aille tous dans la même direction parce qu'au final, on a le même objectif qu'un maximum de gens trouvent du travail, autant pour une entreprise que pour un candidat. Mais le rôle d'une agence de placement ou d'un cabinet de recrutement, peu importe comment on l'appelle, c'est de proposer une prestation payante à une entreprise. On n'est pas une entreprise à but non lucratif. Notre objectif, c'est de gagner de l'argent. On est une entreprise privée. En tant qu'entreprise privée, on propose un service, on amène une valeur ajoutée à une entreprise pour lui faire gagner du temps ou lui faire gagner en expertise, par exemple en ayant un recrutement qui soit le plus complet et valide possible. Et du coup, c'est clair que pour faire notre travail et au final faire une facture à notre client, on a besoin des candidats, on a besoin des gens qui cherchent du travail. Donc au final, c'est une relation à trois, le candidat, l'agence et le client, mais la partie financière se situe bien entre l'entreprise et l'agence. Et je tiens à préciser que dans la loi suisse, en fait, par rapport au SECO et aux autorisations qu'on a en tant qu'agence de placement, on n'est pas autorisé à facturer aux candidats. Donc, si quelqu'un vous demande des frais d'inscription, par exemple, pour vous inscrire, c'est interdit par la loi en Suisse. Excellent, merci. J'ai entendu pas plus tard que tout à l'heure, en fait, un cas comme celui que vous décrivez. Aïe. Et oui, c'est assez choquant.
Mais il y en a toujours effectivement dans le dispositif qui essayent d'exploiter des petits filons. Alors, Merci, si je peux me permettre de parler de l'APRF à ce moment-là, le rôle de l'APRF, c'est justement de remonter en fait au service de l'emploi et au SECO ce genre d'infos. Il y a une adresse qui est info@aprf.ch. C'est même moi qui reçois les mails directement. Et les gens peuvent nous dire un peu ce qu'ils voient qui n'est pas juste sur le marché du travail à ce niveau-là. Et nous, on fait volontiers, on remonte l'information aux autorités. Excellent, merci. Effectivement, ouais, je renverrai les différents cas quand je les identifie, bien sûr, parce que je suis pas toujours en mesure de tout identifier, évidemment. Voilà. Merci en tout cas. Oui, c'est très intéressant et effectivement, ça nécessite parfois de faire peut-être un peu la police. Merci. Alors. On va peut-être rentrer sur, peut-être de manière un peu plus précise aujourd'hui, en fait, sur quel métier en fait vous recrutez le plus de candidats en ce moment. Ok, Annalisa. super. Alors, ces derniers mois ont été très centrés sur ce qu'on appelle les services à la personne, donc les maisons de retraite, en Suisse on dit un EMS, tout ce qui est petite enfance, soit à domicile, soit infirmiers. Donc ça, c'est des secteurs qui recrutent. Il faut parfois passer par une formation, par exemple en lien avec la Croix-Rouge, mais en tout cas, ça recrute beaucoup dans les services à la personne. La restauration et l'agriculture ont des effets saisonniers assez importants. Donc là, chaque année, ça recrute. Tout ce qui est facility management, donc nettoyage ou encadrement des nettoyages, exploitation, là aussi il y a beaucoup. La logistique, on approche du Black Friday et des fêtes de Noël, donc c'est des secteurs qui sont vraiment en plein boom. Après il y a des secteurs qui recrutent toute l'année et depuis de nombreuses années, comme tout ce qui est les métiers d'ingénieur. En Suisse, on a beaucoup ingénieurs mécaniques, automation, électrique. On a aussi bien sûr l'informatique. On va avoir des postes très spécialisés, par exemple dans le domaine bancaire, le lien entre l'IT bancaire. Ça, c'est vraiment des secteurs de pointe qu'on voit émerger depuis quelques années maintenant. Et puis, de manière plus récurrente, le secteur de la construction et du bâtiment représente quand même 20% du nombre de postes ouverts, ainsi que le second œuvre où vous avez tous les métiers, paysagistes, menuisiers, etc. Il nous reste l'industrie qui se remet bien d'une année 2020 un peu plus compliquée, mais dans tous les cas, le domaine industriel a le vent qui souffle bien dans le bon sens ces dernières semaines. Merci pour ce tour d'horizon. C'est vraiment très intéressant d'avoir un retour direct en fait d'un recruteur sur les secteurs qui recrutent, parce que c'est vrai que le marché suisse est aussi un marché qui a cette caractéristique d'être très rapide en fait en retournement. Ça recrute, mais aussi enfin, je veux dire, on se trouve dans des situations aussi où c'est moins le cas et ça va beaucoup plus vite que dans certains pays. Donc merci en tout cas de nous faire cette photographie à cet instant T, c'est super intéressant. Merci beaucoup. En tant que recruteuse, alors vous faites du recrutement, hein, vous recrutez des candidats et des candidates en direct. Hein, donc en tant que recruteuse, en fait, qu'est-ce que vous attendez avant tout d'un candidat? À quoi est-ce que vous êtes particulièrement attentive en fait? Je me suis préparée à cette question, David, pour tout vous dire, parce que c'est pas évident de trouver une réponse qui concerne l'ensemble des candidats, peu importe la région, les domaines, qu'on parle de placement fixe, c'est-à-dire où vous êtes engagé directement par l'entreprise, ou de placement temporaire. Mais je me suis dit que de manière générale, c'était l'honnêteté et la transparence. On a besoin de créer un lien de confiance avec les personnes. Nous, on va s'engager pour eux, on va dire à notre client, écoutez, voyez-le, c'est une belle personne, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a telle compétence. Donc on doit être sûr aussi qu'on s'engage pour quelqu'un qui nous a dit la vérité sur son parcours, sur sa motivation. Et ça, c'est vraiment le point, je pense, le plus important. Ça sert à rien de dire des choses qu'on n'a pas fait, parce qu'à un moment donné, ça nous rattrape. Ça sert à rien de mettre une fausse adresse sur le CV. Voilà, toutes ces petites choses n'amènent pas à une relation de confiance. Donc même si parfois c'est difficile d'obtenir le premier job en Suisse, c'est hyper important. L'honnêteté et la transparence sont, je pense, des valeurs en Suisse qui comptent beaucoup aussi pour les recruteurs. Ça nous motive, ça motive les recruteurs, ça crée un lien de confiance et ça permet d'être dans une situation gagnant-gagnant, je pense, plus rapidement.
Merci Annalisa, ça me fait plaisir parce que c'est des facteurs qui aussi pour moi sont assez importants. J'aime bien dire, alors moi c'est plutôt mon point de vue, mais pour le coup je serais très content d'avoir par effet miroir en fait ou retour en fait le vôtre. Moi j'aime bien dire aux candidats que comment dire la relation en fait en Suisse de manière générale, hein, que ce soit dans les affaires ou que ce soit dans le recrutement, etc. Elle s'envisage en général plutôt à long terme. Et du coup, voilà, cette confiance notamment fait partie de cette notion de visibilité à long terme en fait d'une relation. Vous le ressentez comme ça aussi? Exactement. Et j'ai envie de vous dire, vous savez, la Suisse, c'est petit. Et la Suisse romande, c'est encore plus petit. Donc, de toute façon, on finit toujours par retrouver les personnes, hein. On parle beaucoup de ghosting. On en a d'ailleurs déjà parlé les deux ensemble, David, hein. Moi, ça m'est arrivé, hein, que des entretiens, des candidats ne viennent pas ou se présentent pas leur premier jour. Et quelques années après, bah, désolé, je suis toujours là, moi. Et eux, ils recherchent du travail. Et moi, je me rappelle très bien qui m'a planté. Donc, on est dans un petit environnement. Et puis, je pense qu'on a vraiment tout intérêt à faire les choses tous bien, des deux côtés. C'est évident, hein, ça c'est clair. Autant les candidats doivent être transparents que le recruteur doit être transparent, ça c'est sûr. Mais effectivement, on est dans un petit monde et on finit toujours par retomber en fait sur les personnes qu'on a croisées dans le passé. Et oui, et oui. Ça, c'est pas toujours simple à faire comprendre. Merci. C'est encore mieux quand c'est le recruteur qui le dit lui-même. Merci, merci Annalisa. Quels sont vos canaux préférés de recrutement? Vous regardez quoi en fait pour repérer des candidats? C'est quoi finalement vos canaux à vous, Annalisa? Bon, alors ça va bien sûr dépendre du secteur dans lequel on recrute et puis du niveau de qualification. Chez Synergie et SNU, on a notre propre ATS. Alors c'est le mot qui fait peur, je vous rassure, c'est des humains qui vérifient les CV, pas des machines. Et notre ATS, ben, c'est bien sûr notre premier réflexe puisque les candidats qu'on connaît sont déjà prêts à être présentés à une entreprise. Donc on privilégie nos contacts, notre base de données, si je peux le dire ainsi. Pour des postes au-dessus d'un niveau de CFC, LinkedIn est vraiment très compétitif comme outil et personnellement ben, je l'adore, donc ça se voit, j'y suis beaucoup, les personnes qui me suivent le savent. C'est un outil qui est vraiment bien pour le recrutement, je dirais, à pas au-dessus du niveau de CFC. Je vous laisserai traduire pour des formations qui sont pas suisses. David, ça c'est plutôt votre domaine. Une autre base de données qui fonctionne très bien en Suisse, en tout cas nous chez Synergie et SNU, on l'utilise beaucoup. C'est la base CV de JobUp qui, je trouve, est vraiment bien et regorge de pépites et de talents. Et on a toujours beaucoup de plaisir à identifier des profils sur cette base de données. Il en existe d'autres, hein, on va pas faire de jaloux. Il existe la base de CV d'Indeed, aussi celle du service du chômage en fait est aussi accessible, hein, on l'utilise également. Et après on publie nos annonces sur notre site, on essaye d'avoir un référencement satisfaisant via Google et on met des annonces sur les job boards que je viens de nommer. Extra, merci, merci Annalisa. Alors ça aussi c'est un tour assez complet. Quelle place en fait vous donnez, par exemple, au bouche à oreille? Est-ce que Alors, ça oui, fonctionne ça aussi pour vous, marche. pas? Oui, c'est quelque chose. C'est juste, c'est un point important. Nous, on a entre 300 et 350 personnes qui travaillent pour nous chez des clients. Ce sont nos collaborateurs temporaires. Et avec eux, en fait, on va mettre en place un système de cooptation. Ils peuvent aussi nous recommander des personnes et puis ils reçoivent un bon cadeau de notre part. Donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on fait beaucoup. Aujourd'hui, nous, on est dans un marché pénurique, hein, comme on l'a dit. Donc, on doit absolument tout faire pour identifier les profils. Donc en principe c'est le bouche à oreille, les réseaux personnels, les réseaux des collègues, les réseaux des collaborateurs qu'on a placés, les annonces, le sourcing, la totale.
Merci, merci. C'est important d'avoir ça aussi, cette idée de se dire, ne regardons pas en tant que candidat un seul canal, mais regardons plusieurs canaux, histoire que, voilà, on vous trouve un peu partout. Merci, Annalisa. Euh, alors on va parler du moment en fait où vous recevez un CV. Là, hop, vous recevez un CV, vous l'avez sous les yeux. Qu'est-ce qui est la première information que vous recherchez en fait quand vous avez un CV sous les yeux? C'est quoi la première chose qui doit vous sauter aux yeux? Alors, moi, je regarde le titre de poste actuel ou le dernier poste qu'il a occupé pour voir si ça se rapproche de ce que je recherche. Ok, donc là, en gros voilà, le métier, ouais, effectivement. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Merci. Bon, ça c'est important, hein, c'est un petit message là pour le coup pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'il y a encore trop de CV où finalement il faut rentrer dans le CV pour comprendre, alors que c'est juste un titre à mettre avec la position en fait, enfin le poste. Et on Voilà, pourrait faire un podcast que sur les CV, hein, tellement il y a de choses à dire. Et j'aime bien toujours préciser, le CV, c'est pas une science, hein, c'est un art. Vous pouvez demander l'avis à 20 recruteurs, vous aurez 20 avis différents. Et c'est normal, on parle de l'humain et pas d'un produit. Mais c'est vrai que les recruteurs prennent 20 secondes, 30 secondes pour voir si un CV correspond à ce qu'on recherche. Du coup, on a nos critères dans la tête. Dans le jargon, on appelle ça les must-have. C'est ce qu'on cherche vraiment pour le poste et on va piquer dans le CV si on les trouve. Si on les trouve dans les premières secondes, on va être attentif au reste. Merci Annalisa. Et en général, alors du coup, ces must-have, ça se traduit souvent de quelle manière? C'est quoi concrètement? Alors, c'est clair, ça dépend des postes. Pour un poste où on a, je sais pas, par exemple, un manutentionnaire dans le secteur de la logistique, on va regarder, et c'est un poste de nuit, par exemple, on va chercher si la personne, elle a le permis de conduire, parce que sinon, elle peut pas de nuit se rendre sur son lieu de travail. On va regarder, peut-être, si elle a eu des postes un peu physiques, parce que si elle doit porter des choses, est-ce qu'elle a déjà eu des expériences similaires? Et puis, on va peut-être regarder si actuellement elle est disponible de suite, si par exemple moi j'ai besoin de quelqu'un disponible de suite. Donc ça c'est un exemple. Pour un poste un peu plus qualifié, si je recherche un ingénieur mécanique qui parle allemand, je vais chercher ingénieur mécanique qui parle allemand et rien d'autre. Merci, merci. C'est parfait. Ça aussi sont des éléments très importants, hein, de lecture d'un CV. C'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que nous, vous présentez un CV à 10 personnes, vous allez avoir 10 avis différents. En fait, nous, et je pense que vous, en tant que recruteur, vous raisonnez pareil, en fait, nous, on raisonne en termes d'efficacité, c'est-à-dire quelles sont les informations que le CV transmet, indépendamment finalement de sa forme, même si la forme compte quand même. Mais en tout cas, quelles sont les informations principales que ce CV transmet, et en tout cas, à quelle vitesse il les transmet, parce que vous l'avez dit, il y a aussi le sujet, hein, des combien 20 secondes, c'est ça, vous passez sur un CV? Ouais, 20 à 30 secondes, ouais. Okay. C'est court, mais un recruteur qui fait que ça toute la journée, il va en screener, excusez-moi le jargon, il va lire, screener parfois 300 CV par jour, donc il ne peut pas se permettre de passer plus de temps dessus. Alors moi, je vais le dire parce que, enfin, vous avez sûrement plus l'habitude, mais c'est vrai, quand moi j'ai fait du recrutement et qu'on passait des annonces, on avait parfois 200, 250 CV. Et moi, il m'est arrivé de gérer ça personnellement. Et ce que j'essaye aussi d'expliquer aux personnes, c'est que humainement, si vous voulez, quand vous recevez 250 CV, eh bien, vous allez accorder de manière naturelle une certaine forme d'attention, peut-être aux 10-15 premiers, peut-être les 20 premiers qui arrivent sous vos yeux. Mais en fait, très rapidement, quand vous voyez la masse, en fait, vous raisonnez plus en fait en termes de sélection, mais en termes de suppression. C'est-à-dire, vous n'essayez pas de voir ce qui va dans les prochains CV, mais plutôt ce qui ne va pas, pour pouvoir les supprimer. Alors, je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais en tout cas, moi, rapidement, j'ai compris que si je fonctionnais pas comme ça, j'aurais du mal. Et c'est vrai que c'est cruel, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est la réalité du marché. Je sais pas, est-ce que ça vous arrive aussi? Alors, ça me fait sourire parce que ça me fait penser, j'ai des nouveaux collaborateurs qui ont commencé chez nous il y a pas longtemps. Et puis, au début, ils sont très attentifs, ils lisent tous les détails. Et puis, s'il n'y a pas les must-have, ils vont essayer de chercher s'il y a d'autres choses qui peuvent convenir. Et ils disent, oui, mais regarde, cette personne, elle a quand même fait ça ou ça. Puis je dis non, mais c'est pas ce qu'on cherche, ça va pas, tu mets de côté et tu prends un autre. Et cette partie-là chez moi, elle est automatique, ça fait 15 ans que je fais ça, donc forcément, elle est même peut-être trop automatique. Et c'est aussi bien pour ça d'avoir des nouvelles personnes qui démarrent dans notre domaine, ça nous permet de se dire ah, elle a peut-être raison, je vais reprendre le profil. Mais c'est vrai que la plupart du temps, au début de la carrière d'un recruteur, on a tendance à être très ouvert. Et puis après, on rencontre des gens en entretien et on se dit mais pourquoi je vois cette
personne, elle correspond pas du tout au poste. Ben voilà, moi je les laisse toujours faire au début. Je trouve chouette qu'ils fassent leurs propres expériences, puis qu'ils se rendent compte après que ça sert non plus à rien de dire à un candidat, on se rend compte pour un poste, de lui faire, on génère une attente chez lui à laquelle on va de toute façon pas répondre, parce que s'il correspond pas, il correspond pas. Et de voir tout le monde, ça génère une attente, parce que les gens ils viennent, ils se préparent, ils se mettent la pression. Être candidat, c'est pas un métier, donc forcément ça stresse quand on a un entretien. Donc voilà, si on voit quelqu'un en entretien, c'est qu'on a un réel intérêt pour lui. Ça pour moi c'est important. Merci Annalisa. Quel est votre meilleur souvenir de recrutement? Alors, ça c'est pas sympa comme question parce qu'il y en a plein. Mais je pense que c'est mon premier placement. J'avais 21 ans quand je suis tombée dans le domaine du recrutement. Zut, j'ai donné mon âge maintenant, c'est pas sympa. La première personne que j'ai placée, elle avait à l'époque 62 ans. C'était pour un CDD dans le secteur des achats. On m'a dit ah ouais, t'as réussi, fou quoi. Et là, moi, je me suis dit, je vais toujours essayer de proposer une personne ou senior ou junior pour essayer d'intégrer un max de personnes. C'est pas toujours évident, c'est un défi et on aimerait bien le faire plus en tant que recruteur. Donc petit clin d'œil à ceux qui pensent que c'est les recruteurs qui disent non. C'est pas vrai, c'est pas nous, c'est nos clients. En tout cas, nous, on essaye toujours et puis c'est vraiment une fierté quand on a réussi à faire ouvrir aux clients un peu ses chakras et puis qui s'ouvre un peu sur ces critères de recrutement. Merci Annalisa, très très intéressant. Voilà. Alors maintenant la question évidemment, hein, quel est le meilleur souvenir et le pire souvenir, s'il est avouable, et quel est le pire souvenir? C'est quand les candidats ils commencent pas en fait. Quand ils signent un contrat, ils disent je viens, le client va attendre 2 ou 3 mois et il y va pas. Et on n'a plus de nouvelles. On a une personne, c'est ça qui s'est arrivé. Elle a signé, elle a dit je viens. On a attendu 2 mois qu'elle fasse son préavis et son premier jour elle était pas là. Et la cliente m'appelle, elle me dit Madame XY est pas là et aucune nouvelle. La personne me répond plus. Et ça c'était dur parce que on s'est engagé et je trouve qu'on a le droit de changer d'avis, mais il faut le dire. Donc voilà, mais j'attends que cette personne recherche du travail et un jour elle va revenir, parce qu'ils finissent toujours par revenir malheureusement, mais pour eux parce que voilà, on espère toujours que les gens trouvent du travail pour longtemps, mais je remarque qu'avec le temps qui passe, la durée en poste se raccourcit chaque année un peu plus. Aïe. Oui, mais ouais, c'est quand même. En fait, c'est toujours étonnant d'entendre ces anecdotes parce que c'en est une. Hein. Heureusement, c'est pas du tout le cas de la majorité des candidats. Oui, c'est pas la majorité, ça c'est évident. Ouais. Mais c'est quand même très surprenant quand même. Hein. C'est très surprenant. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Une bonne communication. Voilà, on décroche son téléphone, on se dit je suis désolé. Finalement, j'ai réfléchi, je reste chez mon ancien employeur, par exemple. Après, on est dans l'humain, on n'est pas dans une science exacte, au même titre que des recruteurs vont parfois ne plus répondre à des candidats. Voilà, il arrive que des candidats ne répondent plus à des recruteurs. Mais ça, c'est clair que c'est des situations en tant que recruteur, ça nous énerve parce qu'on a mis beaucoup d'énergie et puis notre client, il est un peu emprunté d'avoir personne. Clairement, ça rend pas service à l'entreprise. Bien sûr. Quand vous recevez un candidat en entretien, on va parler un petit peu de l'entretien, parce que l'entretien, c'est quand même quelque chose qui, selon moi, est de nature en fait, à stresser pas mal de candidats. Quand vous recevez quelqu'un d'entretien, finalement, qu'est-ce que vous lui demandez en premier? Quelle est finalement la première chose que vous souhaitez aussi, alors à la fois que vous lui demandez, mais qu'est-ce que vous souhaitez vérifier en fait en entretien? Alors, moi j'aime bien commencer l'entretien par un small talk, si vous me permettez l'anglicisme, juste pour savoir s'il va bien, s'il a trouvé facilement, qu'il se pose, qu'il se déstresse, il est arrivé, il est à l'heure, on commence l'entretien, tout va bien. Donc ça, déjà, on pose le cadre. Et puis après, en principe, je présente l'entreprise ou le poste pour commencer en fait à lui montrer la voie. C'est d'abord, je pense, le recruteur qui doit un petit peu parler, pas très longtemps. Après, on se tait et on laisse la place au candidat. Et là, la première question, c'est parlez-moi de votre parcours, de votre formation jusqu'à aujourd'hui.
Ouais, donc effectivement, ce qu'on appelle le pitch, quoi. Hein. Donc la personne doit dérouler son pitch. D'accord. Exactement. Quelle est la part, en fait, si vous arrivez à le mesurer, mais quelle est la part du non-verbal finalement dans votre analyse du candidat en entretien? Vous avez, j'imagine, votre propre grille, vous avez aussi la grille de votre client entreprise que vous connaissez bien. Enfin, quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte finalement dans ce choix en tant que cabinet? Bon, il y a une partie qui est assez inconsciente. Hein. Je me dis pas avant de commencer un entretien, je vais bien regarder son visage ou ses gestes. Parfois, on est tellement captivé par ce qu'ils disent et puis leur langage verbal va avec leur passion et leur motivation pour ce qu'ils font. Donc, il n'y a pas de commentaires qui ressortent du langage non verbal. Le langage non verbal, on va le commenter quand on voit que la personne, elle croise les bras, elle se met en arrière, dès qu'on aborde certains sujets, elle regarde en l'air, le regard fuyant ou des gestes un peu défensifs, ils vont nous aider à comprendre en fait que notre question les a mis mal à l'aise ou que c'est un sujet qu'ils n'ont pas envie d'aborder. Donc oui, dans ce cas-là, on va lire un peu le langage non verbal de manière plus attentive. Autrement, ça va dans un package, hein, de la première impression à la fin de l'entretien. Je me dis pas, je vais décortiquer, parce que moi je suis aussi concentrée sur ce que lui me dit, je vais être en mode écoute active. Et c'est des fois à la fin de l'entretien que je me dis, mais tiens, c'est intéressant, il a fait tel geste ou... mais voilà, personnellement, j'essaye de pas avoir trop de biais, mais c'est sûr, on est humain, c'est pas zéro biais, c'est pas possible. Donc, on se concentre bien sur ce qu'il dit. Donc voilà, moi personnellement, j'accorde évidemment de l'importance au non-verbal, mais ça vient spontanément. C'est pas une analyse qui est faite de manière scientifique pendant l'entretien. Merci Annalisa. Toujours sur les entretiens, il y a un certain nombre de candidats qui relèvent en fait la chose suivante. Ils disent, alors je ne comprends pas, j'étais le candidat idéal, hein, donc ça c'est leur lecture, hein. J'étais le candidat idéal, vraiment, j'étais dans la parfaite description du poste, et pourtant je n'ai pas été pris. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement à ces candidats-là? Quelles peuvent être les explications? Alors, s'ils n'ont pas été pris, c'est qu'il y a eu meilleur qu'eux. Hein, déjà, désolé, mais c'est souvent le cas. Euh, Parfois, nous, on envoie une shortlist à notre client. On envoie un nombre défini de profils, entre 3 et 5, ça dépend un petit peu des cas. Parfois, c'est même moins, hein, parfois, on n'en a que 2. Et il y a toujours un qui correspond à tous les critères durs. La formation, l'expérience, hein, tout ce qu'on appelle les hard skills, et puis qui va correspondre à tout ça. Mais peut-être pas au côté personnalité ou culture de l'entreprise. Et puis on va avoir quelqu'un qui a peut-être que 80% des hard skills, il a peut-être pas exactement le bon niveau Excel ou ce genre de détails entre guillemets, hein, c'est pas toujours des détails là, mais par contre il match à fond sur la perso, c'est la culture aussi de l'entreprise, et parfois ça peut prendre le dessus. Ensuite, un candidat qui correspond au poste à 100%, ça m'est déjà arrivé que des gens ne le prennent pas en disant dans 6 mois il va s'ennuyer, on est une petite boîte, on peut pas le faire évoluer, voilà. Ou alors il y a quelque chose qui leur paraît faux et ils n'arrivent pas à détecter ce que c'est. Et le but en fait d'un entretien de recrutement ou de test ou d'assessment ou je ne sais quoi, c'est de faire un peu de la lumière sur les zones d'ombre du candidat. Hein. Parfois, pendant l'entretien, on n'arrive pas à faire toute la lumière qu'on voudrait et on a des zones d'ombre qu'on n'arrive pas à expliquer, et même si factuellement il correspond bien, s'il y a des zones d'ombre qui persistent, on peut ne pas aller de l'avant. Ensuite, il y a toutes les expériences passées de l'entreprise qu'il faut prendre en compte qu'on ne connaît pas. Je vous donne un exemple. J'ai un client, il avait engagé une personne d'une certaine communauté qui avait un certain style de vie, et du coup, ça s'est mal passé. Et en fait, chaque fois que j'ai présenté des personnes issues de cette communauté, il avait la même réaction, il me disait non, et moi je comprenais pas pourquoi. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'est sa mauvaise expérience qui l'induisait toujours à me dire non sur ses profils. On en a parlé, on a discuté, parfois on arrive à faire bouger les choses, parfois pas. Mais en tant que candidat, on ne sait pas quelle est l'expérience passée, quel est le vécu des recruteurs qu'on a en face de nous. Et du coup, peut-être qu'on leur rappelle trop certaines mauvaises expériences et là, on ne peut pas faire grand-chose.
Oui, oui, ça c'est très très dur parce que effectivement en tant que candidat, ce sont des éléments sur lesquels on n'a absolument aucune emprise. Donc, mais c'est toujours super intéressant d'entendre ce que vous venez de dire parce que en tant que candidat, on a l'impression qu'effectivement, puisqu'on est le candidat parfait, ben, on va forcément être pris. Ben, voilà, on a tout un tas d'éléments Mais qui c'est peuvent l'humain, on n'est pas dans du scientifique, quoi. C'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est malheureusement pas si simple. Et au même titre, des fois, je dis à quelqu'un, c'est bon, vous êtes engagé. Ils me disent, ah bon, c'est moi qui vole, je suis surprise. J'ai eu un cas exactement inverse d'une personne qui sort de l'entretien et qui me dit, ah ben laisse tomber, ça s'est pas bien passé, merci quand même. Moi, je veux un temps partiel. Il est pas ouvert au temps partiel, c'est trop loin, le poste me plaît pas et le feeling a pas passé. Mon client m'appelle, il me dit, elle est géniale, je veux l'engager. Moi, je dis, oh là là, comment je vais faire? Et je lui dis, bah écoutez, elle trouve que ça s'est pas bien passé, elle trouve que c'est loin et elle veut du temps partiel. Elle peut avoir tout ce qu'elle veut. Un jour de télétravail, du temps partiel. Et franchement, je veux la revoir pour lui montrer, là j'étais un peu fatiguée et tout. J'appelle ma candidate et je dis, ben, il aimerait bien, c'est quelqu'un que je connais, donc il aimerait bien te voir. Parce qu'il est OK avec le temps partiel, un jour de télétravail, et puis il veut te revoir pour voilà, repasser un moment avec toi, voir si le feeling change. Elle était complètement stupéfaite du retour, ils n'avaient pas du tout eu la même lecture. Et vous savez quoi, ça fait 3 ans qu'elle y bosse, elle est super heureuse, elle vient d'avoir une promotion. Et puis là, nous, on a fait notre job de facilitateur, en fait, de médiateur, de faire en sorte que les gens se comprennent et se retrouvent sur la même partition, alors qu'ils étaient partis dans des opposés, quoi. Excellent, ça c'est une super histoire, c'est une très très chouette histoire. Effectivement, la perception qu'on a des entretiens parfois très différente de la réalité. Ça m'est arrivé aussi, à titre personnel, de refuser de travailler pour une société qui avait fait un entretien très très dur. Et enfin, exactement pareil, entretien très très dur, vraiment très dur. Je vous dis vraiment, je veux vraiment pas travailler avec des gens comme ça parce que vraiment non. Et il m'appelle le soir en disant, écoutez, vraiment on a adoré, on vous prend. Je dis, bah oui, bah pas moi, j'ai pas envie. Voilà, c'est l'entreprise, elle est quand même en échec, parce que par son attitude, elle vous a découragé. Et ça, bon, ben, c'est clair que c'est pas évident. Et c'est aussi le rôle d'une agence. Moi, ça m'arrive de dire à des clients, écoutez, vous faites fuir mes candidats. Maintenant, ça suffit. On arrête cette attitude et on en discute. Mais c'est comme dans toute relation humaine, pas que dans le placement. On se comprend pas toujours. La communication entre j'ai compris, je t'explique, tu comprends. Et tous nos biais et toutes nos perceptions, c'est très compliqué. Le recrutement, c'est beaucoup de psychologie, beaucoup de communication, et puis voilà. Excellent. Autre question. Alors, on va parler, avant-dernier point, on va parler donc des références, donc qui est un sujet, on le voit en fait, alors en Suisse, elle est manique. Il y a une tendance là qui est en train de se dessiner depuis quelques temps où on dit finalement ne mettez absolument aucune référence parce que ça va jouer contre vous, etc. En Suisse romande, j'ai l'impression que c'est quand même encore un peu plus mesuré, que c'est encore un peu demandé. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails justement là-dessus, Annalisa, et puis nous dire que concrètement, vous, en fait, en tant que recruteur, comment est-ce que vous utilisez les références? Est-ce que vous appelez les références? Enfin voilà, toutes ces petites choses qu'on a tous envie de savoir. Alors, oui, les références, c'est toujours utilisé et vraiment encore beaucoup. Je pense, nous, on essaye, en tout cas, pour chaque placement, d'avoir au moins une référence. C'est important. Surtout en Suisse, ça fait vraiment partie de la culture. Après, on sait très bien que quelqu'un qui a travaillé à l'étranger, c'est pas possible. Donc on s'attend pas à ce que quelqu'un qui n'a pas travaillé en Suisse puisse nous donner des personnes de référence et que ça fonctionne comme en Suisse. D'ailleurs souvent on nous dit j'ai pas de certificat de travail suisse, mais si vous y avez jamais travaillé c'est pas grave. Donc ça il faut bien mesurer. Un recruteur est capable de faire la différence entre quelqu'un qui a bossé en Suisse et quelqu'un qui a pas travaillé. Mais pour les références il faut pas les mettre selon moi dans le CV parce que c'est important que vous puissiez prévenir la personne qu'elle va être appelée et par quelle agence et pour quel poste. Quand on a des numéros qui traînent dans les CV et par exemple un recruteur appelle, souvent la référence elle va dire oui c'est vrai il m'avait dit qu'il m'avait mis dans son CV mais attendez c'est qui lui déjà, ça fait 2 ans je crois qu'il bossait pour nous, ouais ça devait être un bon type, je me rappelle pas trop, en principe je me rappelle que des mauvais. Donc ça c'est pas une bonne référence, d'accord. Donc il faut pas mettre le nom d'une personne avec son numéro de téléphone sur le CV à tout va et on balance à tout le monde. Ça déjà c'est pas super compatible avec tout ce qui est protection des données, mais en plus ça va pas dans le bon sens. Par contre elles doivent être prêtes à disposition
il faut que vous ayez un ancien supérieur hiérarchique, et s'il vous plaît, pas un copain, un voisin ou un membre de la famille. C'est valable si c'est un ancien supérieur hiérarchique qui puisse dire oui, c'est vrai, il a travaillé chez nous de telle date à telle date et il a fait telle chose et on était satisfait ou non. Et cette personne le fait avec le consentement du candidat. Moi, je ne vais pas prendre de référence sans avoir demandé l'autorisation au candidat. Je ne vais pas appeler n'importe quel employeur de son CV pour savoir. Hein, je ne suis pas à la police. Hein. Donc, moi, je vais demander au candidat. Il me dit, OK, il a prévenu sa personne de référence. Je vais l'appeler et puis on va faire ça de manière qualitative. Je réponds à votre question? C'est parfait. Non, c'est juste parfait. C'est vrai que là, il y a une limite même qui est légale, je crois, hein, parce que vous n'avez pas le droit. Enfin, c'est l'autorisation en fait que vous demandez au candidat. Je crois qu'elle est vraiment liée justement à la protection des données. Exactement. Si je me trompe pas. Hein. Et si on va jusqu'au bout, la personne qui nous donne la référence doit avoir une autorisation du candidat pour le faire. Oui, tout à fait, effectivement. Ouais, alors écoutez, moi je vais modifier un peu ma stratégie parce que c'est vrai que alors à titre personnel, enfin en tout cas pour mes clients, je donnais soit effectivement la version que vous avez que vous venez de dire, soit je leur dis écoutez, si vous envoyez votre CV de manière vraiment très ciblée, vous pouvez mettre des références, mais par contre, elles doivent être prévenues, et deux, il ne faut pas qu'il y ait ni l'email ni le téléphone, parce que on doit avoir votre accord. Oui, voilà, mais dans ce cas-là, ça va. Si vous mettez le nom mais qu'il n'y a pas les coordonnées, ça oblige à ce qu'il y ait un contact. Après, moi, en tant que recruteur, je vois pas l'intérêt de prendre une référence avant d'avoir fait l'entretien avec la personne. Je préfère d'abord m'assurer, discuter avec elle, et puis après, je peux échanger avec la personne de référence. Il est vrai que certains confrères vont tout de suite prendre des références, mais aujourd'hui, avec la pénurie de candidats, je verrais mal un recruteur ne pas prendre un dossier qui correspond et dire « Ah, il n'y a pas les références sur le CV, alors je ne le vois pas en entretien. » Ça, je crois que c'est pas possible. Hein. Si la personne, elle correspond, référence ou pas, on va la contacter. Ouais, c'est pas un critère filtrant en tout cas, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ce que je pense. Ouais. Au même titre que la photo, on met ou pas une photo sur le CV. Si la photo, elle est pro, bien sûr, c'est pas filtrant. Si la photo est pas bonne, ça peut être filtrant. Mais si la photo elle est pro, c'est pas filtrant. Et s'il n'y a pas de photo, c'est pas filtrant non plus. Hein. S'il correspond à ce que je recherche, qu'il ait pas mis sa photo, moi je m'en fiche. Et s'il l'a mis, moi je préfère parce que je fais mon métier pour le côté humain. J'aime bien me rendre compte de la tête de la personne. C'est pour ça que je dis toujours aux candidats quand ils recherchent du travail, allez vous présenter, passez dans les agences, appelez, demandez des entretiens. Il faut pousser pour qu'on puisse vous rencontrer personnellement. Parce que ce qui fait la différence, c'est nous et notre propre énergie. Et si on n'arrive pas à la passer au recruteur, on reste un nom parmi plein d'autres. Ouais, merci beaucoup. Je me bats aussi beaucoup sur la photo, l'aspect visuel, enfin tout ce qui relève du personal branding. Effectivement, merci Annalisa, c'est très très intéressant. Allez, on va finir par une dernière question. Quel conseil vous donneriez à un candidat qui souhaite passer par votre intermédiaire? Donc finalement, là, voilà, c'est une espèce de petite question qui va un peu chapeau là. C'est quoi les principaux conseils que vous donneriez à un candidat là pour réussir en fait chez Synergie et CNU? SNU, si j'ose vous pardon, corriger, vous m'en voudrez pas, c'est le S de Synergie, Synergie NU, SNU. Mais c'est pas grave. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. J'ai toujours dit ça en plus. Je suis désolé. Comme ça, tout le monde aura bien entendu que c'est pas CNU mais SNU, et comme ça, ça pourra faire office de correction. C'était quoi la question? Ah oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour être chez CNU ou Synergie? Et puis, alors, j'ai un coach une fois qui m'a dit la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Je trouve ça très intéressant parce que quand une personne qui recherche du travail communique avec nous de manière motivée, agréable, déterminée et puis courtoise, on va se dire qu'il va être comme ça chez nos clients. Ça va être un bon ambassadeur. Et quelqu'un qui est avec nous un peu agressif, pas très sympa, demandeur, hyper exigeant et puis qui en a marre de ses recherches d'emploi, qui est négatif, comment nous on peut se dire qu'il sera un bon ambassadeur chez nos clients? En fait, c'est difficile. Hein. Donc la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Soyez avec une agence de placement comme vous le seriez avec un nouvel employeur, ce qui vous permettra de vous montrer de la même manière et ça permettra à Synergie et à SNU de vous vendre comme vous êtes, courtois, positif et tout ce qu'il y a de bon en vous.
Merci. Voilà. Et toi, soyez authentique. Oui. Merci Annalisa. C'est vraiment, en tout cas, très intéressant. Je vous remercie infiniment. Moi, j'ai bien remarqué quelque chose, en tout cas vous concernant. C'est vraiment ce côté très humain qui ressort. Et ça, on le voit vraiment. On a souvent tendance, en fait, en tant que candidat, à se faire un peu une idée du recruteur. Quelqu'un un peu distant, quelqu'un qui est là pour vous juger, quelqu'un qui est là même peut-être pour vous sanctionner, parce que finalement, il y a encore beaucoup de gens qui le pensent. Et j'apprécie beaucoup en fait ce discours qui montre que justement, en tout cas c'est ma perception, il y a un vrai côté humain chez vous, et j'imagine, puisque vous dirigez les équipes Synergie et SNU, que eh bien, c'est quelque chose en tout cas, qui se diffuse aussi au sein de vos équipes. Merci beaucoup, Annalisa. En tout cas, on y travaille. Merci beaucoup. Et puis, l'erreur est humaine. Hein, tout le monde et les recruteurs aussi sont pas tous les jours de bonne humeur et on fait pas tout le temps bien notre travail. Mais si on est un recruteur, c'est parce qu'on aime profondément les gens, qu'on a envie d'en savoir plus sur eux. D'ailleurs, il est pas rare que les recruteurs bossent tous les week-ends. Quand ils voient leurs copains, tu fais quoi toi déjà? C'est quoi ton job? C'est quoi ta formation? Une fois qu'on rentre dans le domaine du recrutement, on n'arrête pas de poser des questions aux gens sur leur travail. C'est insupportable pour les conjoints. Mais c'est vrai que c'est un métier passion. On a de la chance, on a un métier passion. C'est vraiment quelque chose qu'on fait avec beaucoup d'entrain. En tout cas, si on tient plusieurs années comme moi. Merci beaucoup Annalisa, ça se ressent en tout cas, ça se ressent même beaucoup. Écoutez, c'était un plaisir en tout cas de vous avoir. Moi j'invite alors tous les candidats qui nous écoutent eh bien, à prendre contact avec vous. Ils vont vous trouver facilement sur LinkedIn ou dans la description de ce podcast. Ils pourront aussi vous trouver dans les agences Synergie Suisse en tout cas et SNU. Voilà pour, je pense, prendre un contact. En tout cas, ça m'a donné vraiment envie. Ça m'a donné vraiment envie et j'imagine que je ne suis pas le seul en tout cas. Merci beaucoup. Je vous souhaite en tout cas une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt et bon courage à toutes les personnes aussi qui recherchent du travail. Merci, au revoir. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.